随分未来を見てやがる。Hey, bonjour à tous, ici le seul unique Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Shanks et Luffy. Shanks est l'un des personnages les plus importants de l'œuvre. C'est le mentor du futur roi des pirates et c'est l'héritier du roi des pirates. A l'époque, j'avais dit que Shanks était l'héritier de Goldie Roger parce que ça me semblait logique et évident. Mais au final, c'était pas si évident que ça parce qu'on me reprochait souvent d'utiliser ce terme. Ce terme a désormais été officialisé dans le roman de Ace parce que Shanks a été officiellement nommé comme étant l'héritier du roi des pirates. Le terme héritier du roi des pirates est vraiment fort et intéressant parce que le titre de roi des pirates signifie beaucoup de choses. C'est le pirate le plus puissant au monde et l'homme le plus libre au monde. La liberté et la puissance sont deux notions fondamentales dans l'œuvre de Monsieur Eiichiro Oda. La puissance est le moyen principal d'arriver à ses fins dans le monde de la piraterie. Certains comme Roger et Luffy veulent la liberté et doivent être le plus puissant possible pour être le plus libre. D'autres comme Rox ou Barbe Noire veulent la domination et doivent être le plus puissant possible pour y arriver. Dans tous les cas, la puissance est au centre de tout. Zoro veut devenir l'épéiste le plus puissant. L'équipage de Nami doit être surpuissant pour qu'elle puisse tout cartographier, etc., etc. Si je vous parle de ça, c'est parce que les retrouvailles entre Shanks et Luffy seront quoi qu'il arrive liées à la puissance. On peut dire ce que l'on veut, ça n'y changera rien. La promesse qu'il y a entre Luffy et Shanks, c'est qu'ils doivent se retrouver quand Luffy sera devenu un grand pirate. Qu'est-ce qu'un grand pirate? Eh bien, c'est un pirate qui a accompli beaucoup de choses, dont des victoires sur de puissants adversaires. もうすぐ会えそうだな、ルフィ。 Quand il a eu le journal qui nomme Luffy le 5e empereur et qui explique qu'il a battu un 3e commandant, un 1er commandant et qu'il a saccagé la fête de Big Mom, il a fait un regard noir tout en disant qu'ils se reverront bientôt. Pourquoi a-t-il eu ce regard? Eh bien la réponse est simple, parce qu'il sait que Luffy a passé un stade, un énorme stade. Luffy devient un grand pirate et ses actions ainsi que ses victoires l'attestent purement et simplement. Battre Cracker et Katakuri tout en saccageant la fête de Big Mom, c'est tout sauf anodin. Big Mom est un empereur comme Shanks, donc c'est comme s'il battait Yasopp, Ben Beckman et qu'il saccageait sa fête. Il suffit de remplacer pour se rendre compte du bordel. On a tendance à sous-estimer ce que fait Luffy parce qu'on le connaît depuis longtemps et parce que Luffy, c'est un peu notre frère. Mais d'un regard extérieur, ce qu'il a fait, c'est incroyable et je pèse mes mots. Luffy devient grand pirate et Shanks l'a compris. Autre chose qu'il a compris, il n'a pas sacrifié son bras pour rien. Souvenez-vous, il avait dit qu'il avait parié sur la relève et il a dit à Rayleigh que Luffy avait eu les mêmes mots que le roi des pirates. En fait, il a compris qu'il a gagné son pari. Luffy aurait pu se faire arrêter par la marine, il aurait pu perdre contre Cracker, contre Katakuri ou se faire avoir par Big Mom. Mais il n'en est rien parce que le futur roi des pirates continue son ascension jusqu'au sacre final qui fera de lui le roi des pirates. En fait, Shanks connaît parfaitement la piraterie, il sait que Luffy suit le schéma logique de puissance pour un capitaine pirate qui veut devenir le roi. Il a battu un Shichibukai de catégorie 1, il a battu un 3e commandant, un 1er commandant, donc il va maintenant battre un Yonko. Quand Luffy était petit, il a dit à Shanks qu'un jour, il réunira un équipage aussi fort que le sien. À ça, Shanks lui a répondu qu'il sera donc plus fort que lui. En faisant un tel carnage chez Big Mom, et en battant des pirates aussi puissants sans perdre un seul Nakama, Luffy démontra à Shanks qu'il y arrive peu à peu. Devenir plus puissant que l'héritier du roi des pirates, et avoir un équipage plus puissant que le sien. Dans une précédente vidéo, on voyait que c'était écrit de façon à ce que Luffy et Shanks se revoient et se combattent. Le problème c'est que même si tout est écrit de la sorte, il reste un facteur essentiel à prendre en compte. Marshall D. Teach.
En fait, Luffy est destiné à combattre Teach, comme le roi des pirates était destiné à battre Rox. Le combat est inévitable, donc il faut s'intéresser à la puissance du bonhomme. En fait, Barbe Noire est destiné à surpasser les Yonko. Le fruit du tremblement faisait de Barbe Blanche un être surpuissant, et le fruit des ténèbres faisait de Teach un être déjà très puissant. Désormais, Barbe Noire a les deux pouvoirs, mais en plus de ça, il maîtrise parfaitement les 3 Haki. Oui, vous ne rêvez pas, je l'ai déjà dit et je vous le répète. Barbe Noire a le Haki des rois. Ce n'est qu'une question de logique. D'ailleurs, faisons même d'une pierre deux coups, parce que Rox a également le Haki des rois. C'est simple, pour combattre à haut niveau avec quelqu'un qui a un très bon Haki des rois, il faut avoir le Haki des rois. Je vais encore devoir le dire, mais tous les secondes empereurs et tous les empereurs ont le Haki des rois. Et d'ailleurs, à haut niveau, le Haki des rois est génétique. Maintenant le problème c'est que par rapport à Garp, on n'a aucune confirmation. En fait, durant Marineford, ni Sengoku ni Barbe Blanche qui l'ont officiellement ne l'ont utilisé. Du coup je pense que c'est pour ça que monsieur Eiichiro Oda ne met pas en avant le Haki des rois de Garp et de Marco. Il se dit peut-être que les fans vont râler à cause de la non-utilisation, sauf pour Luffy. C'est dommage parce que pour les éveils de fruits, il les a introduits bien plus tard, donc au final on s'en fout. Monsieur Eiichiro Oda aime vraiment beaucoup les schémas. Que ce soit par rapport aux équipages, aux arcs ou encore au niveau de puissance, il aime vraiment ça. En parlant de niveau de puissance, il faut savoir que l'auteur montre très implicitement le classement des amiraux et des empereurs. Je vais encore faire d'une pierre deux coups parce que je vais en profiter pour parler des amiraux. On me demande souvent mon avis et c'est le moment. Au départ, Kuzen était présenté comme étant l'amiral le plus puissant. Cependant, à l'époque, l'auteur ignorait ce qu'il voulait faire exactement par rapport à la puissance exacte des amiraux. Par exemple, c'est pareil pour les Shichibukai. L'œuvre devait ne durer que 5 ans, donc en termes de puissance, ça a évolué. Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis le fruit du magma à Akainu et le fruit de la lumière à Kizaru. En fait, c'est simple, si je demande de classer par puissance ces 3 fruits, je pense que minimum 95% donnerait le fruit de Aokiji en dernière position. C'est normal parce que le magma fait fondre la glace et parce que les rayons laser transpercent la glace, sans parler de force de frappe et de vitesse. Donc les plans ont changé parce qu'il y a une mise à jour par rapport au niveau de puissance. Encore une fois, par rapport au Shichibukai, il suffit de comparer le crocodile d'Alabasta à celui de Marineford. Quand Kizaru l'a vu, il a parlé de sacré client, et quand Mihawk l'a vu, il a lancé un regard noir. Cette mise à jour des niveaux de puissance n'est pas rare parce que ça arrive très souvent pour les mangas qui durent longtemps. C'est tout à fait normal, les rapports de force évoluent en conséquence. 貴様白ひげに救援あるお前は我らに都合よしと思っていたがクロコダイル On reprend l'exemple de Crocodile, sur Marineford, il arrête tranquillement un coup de Mihawk, le meilleur épéiste au monde, et lui fait face. Il refuse la proposition de Doflamingo et l'envoie balader. Il n'hésite pas à attaquer l'homme magma, et il sauve carrément le fils du roi des pirates, juste devant l'amiral en chef. En fait, monsieur Eiichiro Oda le dit clairement, beaucoup de choses évoluent pendant l'histoire, ce qui est, encore une fois, tout à fait normal. Donc, par rapport aux amiraux, il nous a montré le classement par puissance. Même si, encore une fois, comme je l'ai toujours dit, les amiraux ont tous le même niveau de puissance, bien qu'il existe de micro-différences en termes de puissance globale. En fait, tout se joue par rapport aux adversaires des amiraux sur Marineford. L'homme magma a combattu l'homme le plus fort du monde, l'homme lumière a combattu le second, et l'homme glace a combattu le troisième. Akainu est donc légèrement plus puissant que Kizaru, qui est légèrement plus puissant que Aokiji. Ce schéma, c'est tout simplement la démonstration du classement par puissance via les adversaires. Luffy est plus puissant que Zoro, qui est plus puissant que Sanji. Le futur roi des pirates a combattu et battu l'homme léopard, qui est plus puissant que l'homme girafe, qui est légèrement plus puissant que l'homme loup. Et d'ailleurs, Akainu a battu Aokiji, donc l'auteur confirme ça. Maintenant, par rapport au Yonko, c'est pareil, l'auteur nous montre le classement. Sur le Shinsekai, on commence avec Big Mom, ensuite Kaido, et ensuite les deux autres. Et d'ailleurs, c'est pareil pour les amiraux. On a commencé par voir la puissance de Aokiji, puis de Kizaru sur l'archipel, et enfin de Akainu sur Marineford. Aokiji a fait mal à l'équipage de Luffy, Kizaru a fait mal au Supernova, et Akainu a fait mal à l'équipage de Barbe Blanche.
Si l'arc suivant est l'arc de Shanks, puis celui de Barbe Noire, vous savez ce que ça signifie. Barbe Noire l'aura surpassé. Maintenant, je pense qu'on aura directement un affrontement, et cet affrontement nous montrera lequel est réellement le plus puissant. Maintenant, il y a deux principales options. Soit Shanks le bat, puis Rox vient et Luffy le combat, soit Barbe Noire bat Shanks avant d'enchaîner avec un combat contre Luffy. Un combat qui déterminera l'avenir du monde. Allez, Diané, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.